Voilà en gros des couches de pelure d'oignon à des distances de plus en plus grandes. Et on peut, après ça, faire une sorte de tomographie. On peut essayer de regarder au contraire, donc cette fois en éloignement par rapport à nous. Et on construit une image par exemple de ce genre-là, où nous sommes là. Et ça, c'est ce qu'on regarde dans une petite tranche quand on s'éloigne de nous. Et donc ça confirme bien la première intuition que quand la distribution des galaxies dans l'univers n'est pas du tout homogène, ni même, et que sur des échelles qui sont de la taille de la centaine de mégaparsecs, alors une centaine de mégaparsecs, c'est donc 100 millions de parsecs, le parsec étant de l'ordre de 3 années-lumière, donc on parle quand même de distance véritablement cosmologique, eh bien on voit que l'univers est très inhomogène et avec une structure que vous pouvez imaginer comme étant un peu en bulle de savon, puisque si on fait une coupe comme ça, on intersecte en gros cette structure en bulle de savon, ou si vous préférez, sous forme d'ossature d'une éponge. Alors c'est quelque chose qui maintenant est un classique, et vous avez tous entendu parler de ça, mais en fait c'est pas si vieux que ça, c'est-à-dire qu'au moment où moi je faisais ma thèse, c'était pas du tout l'image qu'on avait. Et ça c'est des choses qui sont apparues, donc il y a un peu plus d'une trentaine d'années, quand on a pu commencer à sonder des distances aussi grandes et révéler que finalement la structure à grande échelle de l'univers est sous cette forme-là. Alors évidemment, le modèle de Big Bang était déjà là, et donc très tôt, le rêve de le maître s'est imposé. Et donc, dans quelle mesure on est capable, à partir d'un scénario cosmologique, de reproduire l'émergence de ces grandes structures. Alors, pour vous les montrer à 3 dimensions, j'espère que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà, ça c'est la distribution des galaxies à 3 dimensions, je l'ai fait tourner simplement pour... hop, non, ça ne devrait pas être ça. Hop, on va s'arrêter là. Donc, et évidemment, on n'a pas de cartographie absolument tout autour de nous, parce que ça consomme beaucoup de temps de télescope. Mais ça vous donne bien une idée de cette structure tridimensionnelle. Alors maintenant, si on regarde un peu plus loin, là, ce que je vous ai montré précédemment, cette espèce d'éventail, c'est uniquement là. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on regarde entre les galaxies et qu'on regarde très très loin? Alors, il faut se rendre compte qu'on est sur des distances véritablement cosmologiques. Et donc, là, il faut commencer à envisager qu'il faut plutôt de l'ordre du milliard d'années à la lumière pour nous parvenir. Donc, si on pense de l'ordre du milliard d'années, vous imaginez... Ça va me... Voilà, je sais pas, si on est de l'ordre du milliard d'années, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune raison que les objets soient identiques à ceux qui sont aujourd'hui. Donc, a priori, si on est dans un scénario cosmologique, quand on regarde loin, on regarde une coquille telle qu'elle était il y a longtemps. Il faut défalquer simplement le temps de parcours jusqu'à nous. Alors, jusqu'où on peut faire ça? Et puis d'abord, donc on voit bien qu'en fait, on n'est pas du tout, on est en train de regarder ce que nous on appelle sur le cône de lumière passée, c'est-à-dire on est simplement en train de regarder des coquilles de plus en plus loin à des périodes de plus en plus tôt. Et donc, naturellement, on en voit les objets de plus en plus tôt, mais pas simplement les objets tels qu'ils étaient plus jeunes, on voit aussi les structures, c'est-à-dire la manière dont ils s'agrègent à un temps plus ancien. Et donc on peut imaginer qu'on commence à voir en fait ces bulles de savon, si vous voulez, telles qu'elles étaient, plus exactement leur intersection, telles qu'elles étaient il y a un certain temps. Un certain temps, voire un temps certain, on parle de milliards d'années là. Et jusqu'où on peut remonter comme ça? Eh bien en fait, il y a une limite absolue au temps de parcours du photon, qui n'est pas tout à fait l'âge de l'univers. Là, quand on regarde là, si l'univers a 13,8 milliards d'années, là, il faut un temps de parcours de 13,8 milliards d'années, moins 300 000 ans. Alors pourquoi? Tout simplement parce que plus on remonte dans le passé, plus l'univers est dense, chaud, les distances sont toutes plus petites, puisqu'on est dans un univers en expansion. Et donc, en fait, on remonte à une époque où, en fait, on est dans une sorte de soupe où les objets ne sont pas encore formés. Et même, si on remonte jusqu'à cette surface-là, on remonte à un moment où l'univers est sous forme d'un plasma ionisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus que en gros, vous imaginez, des protons, pour l'essentiel, et des électrons. Et des photons. Plus un peu de perlimpinpin, un peu de neutrinos, un peu d'autres choses. Mais pour simplifier, donc on imagine, prenez maintenant, je vais le redérouler dans le sens du temps, vous êtes dans un
gaz ionisé, de protons et d'électrons, parce qu'il c'est chaud. Donc les photons sont tellement énergétiques que les protons ne peuvent pas encore se former, les premiers atomes ne peuvent pas encore se former. Et puis au fur et à mesure du refroidissement, à ce moment-là, les premiers atomes se forment et la lumière finit par ne plus interagir, les grains de lumière n'interagissent plus avec la matière. Et de cette manière-là, la lumière va finalement... nous allons être dans un bain de lumière, dans tout l'univers, à un endroit particulier, mais cette lumière n'interagira plus quasiment avec la matière, sauf cas exceptionnel, par exemple, avoir un détecteur de Planck qui le capte 13,8 milliards d'années plus tard. Alors, cette image-là, qui est le modèle standard de Big Bang, quand on pense à ce que... alors ça se passe en gros 300 000 ans après le Big Bang. Quand on pense à ce que ça veut dire du point de vue des structures, je vous ai dit, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, quand les choses sont peu formées. Donc normalement, on s'attend à ce que sur cette surface dite de dernière diffusion, de dernière interaction des photons, des grains de matière, avec des grains de lumière, pardon, avec la matière, eh bien, il doit y avoir des grumeaux primordiaux qui sont les graines de ces grandes structures qu'on observe. Donc on doit les observer d'une certaine manière à l'état de grumeaux. Alors ça a été réalisé il y a assez longtemps. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, on commence par réaliser que dans un modèle de Big Bang, si on veut fabriquer les éléments, etc., on doit avoir un rayonnement qui nous plaît. Ça, c'est ce rayonnement-là dont il s'agit. Ça, c'était les prédictions de Gamow, et puis la découverte, Penzias-Wilson, prix Nobel, etc., et le raffinement du spectre en question par un autre prix Nobel, John Mather, à bord du satellite Kobe. Bon, mais ce qu'on a réalisé, donc, c'est que ce fond de ciel, parce que c'est vraiment ça, hein, on regarde le fond de ciel, on regarde, en fait, le bain de lumière dans lequel on est, de grains, mais ceux qui ont interagi pour la dernière fois avec le reste de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Et donc, ce fond de ciel, il doit donc avoir une apparence grumeleuse. Et cette apparence grumeleuse, c'est la trace de ces fluctuations telles qu'elles étaient à ce moment-là. Voilà, donc ça a été réalisé il y a déjà un certain temps, et la grande nouvelle, ça a été la découverte par le satellite Kobe, là aussi, autre prix Nobel, George Smoot, qui a fait la première mesure, on va dire, ou détection de ces... alors, je vais utiliser le mot anisotropie. Alors, anisotropie, ça veut dire quoi? Je reviens à l'image précédente. Une anisotropie, c'est une différence en fonction de la direction. Ce qui est isotrope, c'est ce qui est le même dans toutes les directions. Ce qui est anisotrope, c'est justement les variations en fonction de la direction. Et c'est exactement ça qu'on fait. On s'attend à ce qu'en fonction de la direction, le fond de ciel soit légèrement différent et nous trahisse l'état de l'univers à cette époque-là, à l'époque où la lumière a interagi pour la dernière fois avec la matière. Bien. Alors, cette découverte, alors, il y a eu toute une activité théorique depuis longtemps, mais la découverte observationnelle, instrumentale par Kobe, a été disons, le signal d'une véritable avalanche de progrès technologiques qui ont mené dans un premier temps au satellite WMAP et maintenant au satellite Planck dont je vous parle. Et en fait, la conception de Planck, on a démarré à y penser sous cette forme-là à l'annonce des résultats de Kobe. En fait, Jean Puget, avec qui je suis co-responsable de l'instrument HFI, plus quelques autres, la question se posait naturellement de se dire, maintenant qu'on sait à peu près le niveau où c'est là, et qu'on a une mine d'informations, allons-y. Est-ce qu'on peut être capable de le mesurer? Je vais vous dire tout de suite, ça avait quand même un petit côté défi, parce que ce qu'on va vouloir mesurer, c'est des variations, qu'on va appeler de température, mais des variations d'un point à l'autre de l'ordre de quelques millionièmes. Donc, ça ne va pas être en fait une partie de plaisir, et c'est une partie d'aventure. Mais, toujours est-il que ces premières discussions ont mené à des études, à une idée qu'on pouvait utiliser des technologies qui étaient dans le laboratoire, qui pouvaient être développées jusqu'à fabriquer un satellite, et on a proposé d'abord un premier satellite au CNES, au Centre national d'études spatiales. On a d'ailleurs été sélectionné, ça s'appelait Samba à l'époque.
Et puis, au même moment, l'Agence spatiale européenne a fait un appel d'offres pour construire la troisième mission de leur programme dit Horizon 2000 de l'époque. Et nous avons concouru. Et nous avons été sélectionnés pour une étude de phase A, donc en vue d'une sélection 3 ans plus tard. Donc on a abandonné notre ticket avec le CNES, ce qui a libéré la place pour ce qui est devenu Coro, donc autre dont vous avez entendu parler. Et nous sommes partis pour 3 ans d'études détaillées, en parallèle avec un autre concept qui était piloté par des Italiens, qui va donner l'autre instrument sur Planck à terme, et puis des missions complètement différentes, de mettre une mission sur Mars, une mission de thèse